Les Bimanes. Séverin, Cécile, Abéga. Le fardeau. Le crâne du vieux Tchakarias cuisait tellement qu'il se demandait avec perplexité si le soleil ne lui avait point pelé la calvitie. Il n'avait ni chapeau ni ombrelle. Son ventre gargouillait lugubrement, énervé par les gambades inutiles des courants d'air qui folôtraient à travers ses intestins. Nulle présence rassurante pour le barrer le passage. Son dernier repas était un vieux souvenir. Il s'assit sur une chaise qui ne quittait jamais sa véranda. Il souffla, adossa doucement sa canne sur la boue craquelée du mur. Ses jambes, ses braves jambes, élançaient impitoyablement. Il y soulagea de la protection douloureuse de 2 souliers ricanants de vieillesse, puis les détendit, faisant détonner les articulations de ses genoux. Ses rhumatismes se portaient bien, malédiction. Il racla d'un doigt experte les gouttes de sueur qui mouillaient son front et en aspergea le sol. Sa femme vint dans la cuisine où elle s'enfumait assidûment en surveillant une marmite. Elle lui tendit une moitié de calebasse, d'une contenance avoisinant le demi-litre. Le récipient était rempli d'une eau claire et fraîche. Il rendit l'écuelle presque sèche. Depuis qu'il était là, il n'avait ouvert la bouche que pour se désaltérer. Mais toute vieille femme connaît son vieil époux. Elle alla ranger l'écuelle et revint s'asseoir sur un minuscule banc à ses pieds. « Alors, tu l'as retiré. Avec les hommes qui nous servent, je ne sais pas qui nous a légué de tels bourreaux. Une vraie punition. Le pourboire. Ils n'auront rien. Moi, cependant, j'aurai ma carte d'identité. Et comment ça? Qui a jamais souffert l'amertume d'une cola alors qu'il avait du sel dans sa poche? Le vieillard avait un air usé et farouchement résolu. Un silence. Il lança un bref regard à son épouse, toujours assise. « J'attends que le manioc ait refroidi », fut la réponse. Elle savait tout ce qu'il lui fallait, au moment où il le lui fallait. « Je viens de l'enlever du feu. »« Où est Anna ?»« Elle est partie se faire tresser les cheveux. » Elle fronça les sourcils. Elle avait enfin compris, mais elle n'en laissait rien paraître, ruse de femme. « Quand elle reviendra, dis-lui de venir me voir. » Il eut sa carte d'identité, mais il n'avait fait que de troquer ses tracas contre les assiduités d'un Ngwamna. Le bénéfice qu'il y a à avoir une jolie fille. Anna se demandait avec désespoir ce qu'elle avait fait à Dieu pour mériter la cour de ce Ngwamna adipeux qui trottinait toujours loin derrière sa paroi abdominale. Son père l'avait amenée pour qu'elle retire sa carte d'identité. Le bonhomme qui s'en occupait les avait froidement reçus. Il était de ceux dont le travail consiste à dire à tout le monde de repasser. Anna lui avait annoncé qu'elle se sentait point une vocation de blanchisseuse. Elle fonça chez le Ngwamna lui-même, lui signaler ce qui se tramait dans son administration. Celui-ci sursauta en la voyant, déglutit à une vitesse électronique, puis aboya un ordre. 3 minutes plus tard, les vieilles jambes de Tchakarias étaient soulagées. Elle n'allait plus avoir à subir l'impitoyable torture d'une route à arpenter 2 fois par jour en vain. Seulement, depuis ce jour-là, le Ngwamna hantait leur maison comme un vieux fantôme hérité par les nouveaux locataires de sa demeure. Une malédiction. Il était indécollable. Anna avait beau s'absenter, disparaître, il était toujours là. Tout en ventre et en grissement sec, lesquels lui tenaient lieu de ricanement. Son père recevait vin sur whisky, parfois du rhum et du jeans. Sa mère disposait déjà d'un tas de décamètres de divers tissus pour robes et pagnes. Curieusement, ni l'un ni l'autre n'avaient encore rien bu, rien cousu. Personne ne faisait allusion à la triste constance de l'administrateur.
Beaucoup racontent qu'en pareille occasion, les parents essayent toujours de forcer la fille à aller vers celui qui va leur apporter une dot fastueuse. Zacharias, depuis un temps tu bois tout seul beaucoup de bon vin chez toi. Quelle est cette gourmandise qui t'habite? Gourmandise? De toutes les façons, as-tu déjà vu le talon voyager devant la plante du pied? Quoi? Et si jamais je devais rendre tout ce vin, ne dis surtout rien à personne. La nuit était toute pointillée de lucioles basifolant dans les ténèbres dont elle détruisait l'uniformité. Chacun dormait. Même les chiens n'aboyaient point après l'hypothétique fantôme. Le vent venait lui aussi tuer son babil dans les arbres. Quelques grillons magnifiques d'insolence crisaient dans les herbes et les trous des murs. Le sommeil avait bâillonné des bruits, sauf peut-être des ronflements de Zacharias l'Ancien. Avez-vous jamais essayé de dormir sous les mêmes draps qu'un groupe électrogène en accélérant constante? Non, n'est-ce pas? Dommage, car vous auriez compris le problème de sa femme, laquelle, après s'être tournée et retournée une douzaine de fois, tentait, en pinçant les côtes de son mari et lui tiraillant la moustache, de le réveiller pour qu'elle puisse aussi avoir accès à sa part de sommeil. En vain, mais Dieu veillait, et par un de ces miracles qui ont fini par devenir banals, lui permit quand même de s'assoupir, bercé par le tyrannique et nasillard ronflement. Maintenant on pouvait affirmer sans crainte que le calme régnait, même si le silence n'arrivait pas à s'imposer, et l'on imaginait mal ce qui pouvait venir le rompre. Cependant, la réalité dépasse toujours de loin la fiction. Les contemporains de Galilée n'auraient jamais pu supposer que les grotesques et lucubrations de celui-ci pourraient un jour se vérifier. Pourtant, et malgré eux, la terre est ronde et pousse l'audace jusqu'à tourner sur elle-même et autour du soleil sans avoir le vertige. Il y a quelque temps, seuls les lunatiques prétendaient qu'on pouvait aller sur la Lune. De quel œil regarde-t-on Neil Armstrong si en empruntant la machine à remonter le temps, il allait au XVe siècle raconter qu'il avait foulé l'astre des nuits de ses pieds, et ne croyait point à l'impossibilité d'une pareille conversation. La machine à remonter le temps est déjà peut-être près d'être inventée. Qui vous dit que le génie qui la découvrira n'est pas encore né? Si l'on imaginait donc mal ce qui allait rompre le calme dans la maison de Zacharias par une nuit si tranquille, la réalité une fois de plus fut imprévue. Dans un vacarme épouvantable, le lit d'Anna se brisa net. « Zacharias, Zacharias, il se passe des choses étranges dans ta maison. »« Hein? Quelles choses étranges ?»« Ces derniers temps, il y avait une voiture qui s'arrêtait toujours devant ta maison. Il en sortait un homme grand dans ce pays. On a jugé par son ventre, lequel le précédait toujours de loin, où qu'il aille. Cet homme, c'est notre grand chef, dit-on. Il te gardait toujours à boire. Mais j'ai toujours entendu, en vain, l'enfant qui devait venir m'appeler. Maintenant, cet homme ne vient plus. As-tu bu tout son vin? Qu'as-tu à reprocher à tout le village, car personne ne reconnaît avoir bu la moindre goutte de toi? Qui vous dit que moi-même j'ai bu ces bouteilles? Tu en as fait des suppositoires alors. Tu devais être bien malade, tiens. Et tu nous as caché cette maladie. Et quel guérisseur pour s'occuper de toi? Le chef des chefs, noble ventreux. Noble, noble. Le corps et ses apparences sont parfois un fardeau, me disait mon père. Quoi? Que dis-tu? Vous ne me demandez pas pourquoi ce bon docteur a cessé de venir, lui et ses remèdes. Je me devais une histoire si croustillante. Jacqueline, mon frère, dis vite. Mes oreilles grelottent d'impatience. Oh, dis quoi? Les gens de ce village sont si menteurs qu'ils pourraient aller inventer n'importe quoi pour attenter à la réputation de l'Angwamna. Moi, je préfère me taire. Douterais-tu de moi, fils de ma mère, moi qui suis comme les herbes qui bordent la route? Ah, as-tu une feuille de tabac, fils de ma mère? Ma pipe va m'insulter si elle continue à chômer.
Les herbes qui bordent la route n'ont jamais renseigné quelqu'un sur les passants, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font. Chacarias, Chaculis en diminutif. Chacarias, Chacuris en diminutif, savait ce qu'il voulait. Après avoir aiguillonné au maximum la curiosité de son interlocuteur, il savait qu'il obtiendrait facilement sa feuille de tabac. Maintenant, il regardait tranquillement l'autre fouiller ses poches d'une main fébrile. Il attendit patiemment que la feuille ait changé de main et de propriétaire. C'est bien parce que tu es mon ventre et que je te raconte cette histoire. Connais-tu l'histoire du bélier chez sa fiancée? Que veux-tu me raconter là? J'ai peur d'écouter la suite. Ok. Je t'ai dit que le corps et son apparence sont parfois des fardeaux. Mieux vaut les voir de loin, de près. Le bélier voulait se marier. Ce n'était pas bien difficile pour lui de trouver une épouse. Il était jeune, vigoureux, avec une barbe qui imposait le respect. La première chez qui il se présenta défaillit d'amour. Invité chez elle, il alla, l'optimisme au cœur. Il la trouva en train de faire la cuisine pour mieux recevoir son amoureux. Plaisir de ventre entre pour beaucoup dans les raisons du cœur. Elle avait fini de peler les plantains qu'elle était en train d'apprêter quand Bélier était arrivé et alla verser les pots sur le dépotoir. Oh, stupeur, horreur, gourmandise et déception. Le bélier avait bondi et savouré à même le dépotoir les pots de banane. Quand il voulut revenir, la porte s'était refermée sur la fille. L'amour et ses rêves de mariage. Personne ne voulait de ce galant si beau, mais assez gourmand pour aller savourer les ordures. Le bélier dut se contenter d'une brave brebis. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. Aïe, Tchakeli, l'homme n'est vraiment beau que vu de loin. Hein? Il avait pourtant un ventre qui imposait le respect et l'air d'un noble. Ce ventre n'est qu'un fardeau. Mais enfin, Tchakeli, le fin mot de l'histoire. On ne va tout de même pas bavarder comme des femmes. Ma bouche ne finit pas. Goûte d'abord à cette cola et assieds-toi mieux. Je crois avoir quelques gouttes de vin en plus. Ainsi, raconte-t-on une histoire en dégustant une cola, sauf si on est une femme ou un blanc. Ces deux variantes du genre humain ignorent tout de l'art de savourer une histoire, car ils n'en connaissent ni les assaisonnements, proverbes et devinettes, ni les compléments, cola et vin, et font courir leur langue comme une automobile, sans savoir en distiller tout le plaisir, sans faire durer le délice. Nomo, les femmes t'égareront-elles? Nomo protesta. Nomo, entretindras-tu tes fils? Nomo l'affirma. Nomo, le vin t'égarera-t-il? Nomo protesta. Nomo, fructifieras-tu ton héritage? Nomo, Anonga. Aux heures chaudes de la journée, après une dure matinée de labeur, Nomo sur son vêt, envolé par de là les nuages, à tire-d'aile à travers les fantasmes, son esprit vagabondant et inlassablement libérait sa muse. Nomo chantait perpétuellement. En brousse, un air accompagnait sa machette, revigorant celle-ci dans son duel contre la brosse. Nomo édifiait une bananeraie géante comme un défi lancé à tous ceux de son âge. Il avait quitté le collège quand la vie est belle et les balles enivrants. Son père, conduit trop tôt par la preste maladie chez les ancêtres, lui avait légué une brousse vaste et inculte, quelques bonnes machettes. Sa mère et sa belle-mère, qui coutumièrement étaient considérées comme ses épouses. Il était fils unique, et sa belle-mère ne lui avait donné que 2 sœurs, et que les Blancs, avec leur esprit mathématique, appelaient demi-sœurs. C'est quand même scandaleux de fractionner ainsi un parent, de le diviser en 2, pour n'en garder qu'une moitié. C'étaient ses sœurs, de charmants bouts de flamèche tout en mine. En gabate et en bourte, Nomo chantait sa machette et celle-ci mangeait la brousse avec rage. Au village, quand il se délassait,
Il prenait son vêt, le flirt le plus assidu de son père, un instrument qu'il avait appris de celui-ci. Il chantait la chanson des héritiers, composée pour un lointain homonyme. Il la chantait et se promettait de tenir les serments de celui-ci. Il se réfugiait dans le rêve pour étouffer l'amertume qui parfois l'assaillait. C'était un pauvre air solitaire, trouvant ses cousins du village insupportables, ceux de la ville prétentieux, quand il venait en vacances. Quand il se sentait trop seul, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Journaux, déjà anachroniques, pour la plupart romans policiers, d'espionnage, romans intellectuels, théories philosophiques, religieuses, bandes dessinées, tout ce qui lui tombait sous la main était dévoré. Il travaillait autant débroussaillant, aménageant, bricolant, pourvu qu'il fût occupé. Et il chantait la nostalgie, le rêve, la joie, ce qui était rare, car il avait souvent le cœur lourd. Il lui manquait toujours quelque chose. C'était un trou dans son cœur, que comblait parfois la musique, mais qu'elle creusait aussi, ainsi que ses lectures. Parfois, il chantait ce trou, ce vide. Alors, ses lèvres étaient closes. Il mimait les sons en sourdine et laissait ses doigts gambarder sur les cordes de son vêt. Même sur ses palmiers, il chantait. Pas de ces airs à la philosophie douteuse, inspirés par cette muse qui somnole au fond de tout ustensile contenant de l'alcool et que tous les mâles fautiers aveuglent au sommet de leurs palmiers. Il laissait couler sa mélancolie doucement à travers ses lèvres. Puis un jour, une passante s'arrêta sur le manguier à l'ombre duquel il jouait, étendu sur la longue chaise en peau d'antilope de son père. Elle voulait de l'eau. Il héla l'une de ses petites sœurs et lui commanda de l'eau à boire. Puis, il s'absenta de nouveau de l'actuel, s'enfonçant dans ce trou qui béait dans son esprit. Ses doigts enchantés trillaient de son instrument une mélodie incroyablement belle. Les fillettes qui se disputaient plus âprement que de coépouses ne se pressaient pas. Il gronda, voulut y partir. La passante l'arrêta. « Oh, continue à jouer plus tôt. » Il leva les yeux, elle paraissait transfigurée et ses yeux brillaient. Il sentit quelque chose fondre insensiblement dans un lointain recoin de son âme. Elle était jolie, jolie. Mais il ne put satisfaire le vœu de la passante. Sa mère lui apportait à manger. Il demanda un siège pour la fille qui, puisque le repos l'avait trouvée là, devenait son invitée. Les cheveux d'Anna formaient maintenant une architecture arachnéenne sur son crâne. Les doigts de la doyenne du village avaient cessé de les parcourir. Les vieux doigts noueux et tortueux qui avaient dressé ce système si fragile, si éphémère, mais si beau, si beau. L'aïeule. La fille ne savait trop pourquoi avait décidé de lui construire la coiffure des favorites, celle qui, dans un harem de son épouse, éclipsait les charmes et les sortilèges de 99 jalouses pour concentrer l'attention du mari sur une seule tête. Elle avait incorporé aux tresses décorées des graines sauvages, rondes, sèches, noires et illustrées, de petits bouts de bois noir eux aussi, dont elle s'était servie elle-même du temps où elle était encore la reine de cœur. Tout ceci servait d'étai et de décoration dans cette construction artistique. Quand elle revint à la maison, le Ngwamna était là. Il avala précipitamment une grande gorgée de salive. Il connaissait cette ancienne coiffure. Il savait qu'elle s'appelait l'amour, l'amour de l'élu, qu'elle était un oui et un viens. Il connaissait cette ancienne coiffure. Il savait qu'elle appelait l'amour, l'amour de l'élu, qu'elle était un oui et un viens. Surtout, Anna souriait angéliquement. Elle lui dit bonjour, entra dans sa chambre, mit une jolie robe, enfila ses sandales et ressortit. Il ne devait plus la revoir de la soirée. Nomo jouait plus mélancoliquement que jamais. Son vêt pleurait les larmes que ses yeux retenaient. Les cordes disaient dans leur langue ce que son âme souffrait. Nos mots crisaient dans son cœur et chaque note disait ce qu'il trouvait.
Deux mains douces gentilles lui fermèrent les yeux, mais il pouvait jouer les yeux fermés. Il continua quelques secondes et sans s'arrêter prononça un nom, 2 syllabes exhalées dans un soupir musical et plaintif, ce qui à ce moment revenait à la même chose. Anne. Un rire cristallin lui répondit. Elle se mit devant lui et ne put cacher sa surprise. Merveilleux. Il avait arrêté la musique, elle protesta. Tu ne joues plus. C'était si beau tout à l'heure. Il faudrait faire un disque. Et tu seras sur la pochette avec cette coiffure en illustration. Joue donc quelque chose pour ma coiffure. À la joie du jeune homme, le fidèle instrument répondit un instant, puis recommença à se plaindre pour s'arrêter net. Qu'y a-t-il? Sursauta la fille qui dégringolait brusquement de son enchantement. Nomo coupa. Je jouerai quand tu te coifferas pour moi tout seul. Mais c'est pour toi que je... Oh, comment peux-tu dire ça? Parce que je sais que moi, n'étant pas Ngwamna, je ne mérite pas ces honneurs. Et qui? Quel Ngwamna? Mais il n'est rien pour moi. Je l'ai même fui pour venir ici chez toi. Il ne faut pas croire que... Comment peux-tu dire cela? Les termites adorent la moelle tendre des branches de raffia, mais sont rebutés par leur dure écorce. Ces branches donnent un tambour léger et résistant, dont on fait beaucoup de meubles. Quand les termites s'attaquent à ces meubles, ils vous les mangent sans que vous vous en rendiez compte. Ils dégustent votre lit, votre fauteuil et votre étagère sous votre nez en prenant la précaution de laisser l'écorce du bambou intacte, ce qui préserve les apparences. Le lit d'Anna avait subi le même sort, mais résistait encore, étant habitué à supporter le poids de la fille. Aussi céda-t-il brusquement lorsqu'il reçut un autre poids en plus. Nomo n'était pas fier de lui. Il était convaincu qu'avant la visite d'Anna, que celle-ci était déjà fiancée au Ngwamna. Aucun doute. Celui-ci avait les honneurs, une voiture, de l'argent, beaucoup de titres et une première femme, ce qui laissait supposer que la fille avait été alléchée. Il n'avait pas un meilleur choix à lui proposer. Pauvre paysan, encore en train de bâtir ses plantations, se contentant du maigre pécule que lui rapportait son dos courbaturé par le cerceau avec lequel il grimpait à ses palmiers. Il n'avait pour elle qu'un rôle de paysanne, qui n'aurait ni boy, ni voiture, devrait aller au champ, à la rivière, dans la forêt, essuyer ses sautes d'humeur. Elle n'aurait même peut-être plus le temps d'écouter cette musique dont elle raffolait. Nomo avait douté d'Anna. Elle lui avait fait serment sur serment. Il lui avait demandé une preuve. Aussi se retrouvait-il avec elle dans sa chambre, à un bosquet et une rivière de son village. Nomo était malheureux, car il croyait avoir ébouriffé Anna. Il avait douté de celle qui était pelotonnée là, dans un drap délavé et repatassé. Pouvait-il reculer? Il soupira et se laissa tomber dans le lit, ce qui, dans un bruit épouvantable, le brisa net. Que se passe-t-il ici? Jacqueline et sa femme étaient accourus au triple galop. Mon lit s'est écroulé. Anna pleurnichait d'angoisse. Son père vérifiait les structures du meuble, complètement détériorées. Elle était seule, enveloppée dans son drap. Ah, c'est termite. Mais pourquoi ne se cassait-il pas avant? Je ne sais pas. Son cœur s'emballait. Elle redoutait l'enquête. Bon, on verra demain. Arrange ton matelas sur le sol. Et voilà que les moutons aussi s'en mêlent. Quand il s'agitait comme ça. Et qui? Il s'agitait parce qu'un drôle d'animal leur était tombé dessus d'une fenêtre ouverte et refermée. Dans un éclair. À 4 pattes, il s'était mêlé à eux. Mais pourtant, il ne leur ressemblait pas. Ce mouton avait plutôt l'allure d'un primate homonicien.
Il présentait très peu d'affinité avec la race ovine. On aurait dit, après observation, un homo sapiens mâle et de race négroïde. Affolés par cet étranger, les moutons que rien n'entravait, c'était la saison sèche et l'herbe était rare. On avait lâché les bêtes pour qu'elles aillent pâturer librement. Esquissèrent un trot pour s'en éloigner. L'autre, toujours à quatre pattes, suivit le mouvement. Ils s'arrêtèrent, l'hominicien fit de même. Les animaux recommencèrent, intrigués par ce bipède qui s'acharnait à devenir quadrupède. Il persista à obéir aux évolutions du troupeau. À ce moment, la porte s'ouvrit sur la mère d'Anna qui vociférait. « Ah qui est, sale bête, allez où vous tenez tranquille !» Et pour les inciter sans doute au calme, elle ponctua sa question d'un projectile qui avait tout l'air d'un caillou et rien d'interrogatif. Les animaux qui voient dans l'obscurité mieux que nous s'écartèrent, et celui qui a quatre pattes se demandait désespérément comment devenir momentanément mouton reçut la pierre. Elle était grosse comme un poing dans les côtes. « Aïe, je suis mort !» hurla-t-il. Cette de la femme fut imprévue. Elle détala dans la maison en piaillant. « Tchakeli, Tchakeli, il y a un mouton qui parle là-bas dehors. Sorcellerie, oh sorcellerie. Cesse de raconter les âneries. » La raboie son vieux mari. « Mais je lui ai lancé un caillou et il a gemi et parlé. C'est la vérité. Et ah !» Elle s'agitait nerveusement, bégayant et tremblant comme une mue par une onde électrique mal réglée. « Bon, j'y vais. » Et il prit sa canne d'une main, sa lampe de l'autre, en homme qui ne tremble jamais. Au seul bruit du passage d'un éléphant, il obéissait ainsi à la devise de sa tribu. « Reste, ou tu vas mourir, c'est un sortilège. » La vieille frôlait l'hystérie. Elle s'accrochait à son mari comme sur une bouée de sauvetage. L'élu de son cœur se dégagea doucement. Elle hoqueta, l'imagination enfiévrée par l'image de nombreuses chimères, toutes suffisamment effrayantes pour la faire trembler de peur. Précautionneusement, le vieil homme ouvrit la porte. Il n'avait pas peur, mais prudence n'est pas lâcheté. Il avança la lampe. Les fantômes, leurs associés et leur incarnation n'aiment pas la lumière, surtout les lumières chaudes. C'est pourquoi ils ne s'exhibent que la nuit dans le noir ou sous la clarté froide de la lune. Si on avait un, il allait réagir. Rien ne se passa. Il avança dans la cour, à quelques mètres devant lui, une forme se tordait sur le sol. Tchakarias sursauta. Il savait que quand quelqu'un qui a des fins magiques s'est transformé en animal meurt, il reprend sa forme humaine. Peut-être que sa femme n'avait pas eu tort après tout. Il s'approcha d'un pas hésitant. Ce pouvait être une feinte. Sa main se resserra sur sa canne. La forme était un jeune homme dont le visage, beau et sympathique, se contractait sous une douleur intense. Il était plutôt pathétique. « Ok, fils, que t'arrive-t-il » Nomo lui révéla la stricte vérité. Quand après s'être écorché mains et genoux, a essayé de galoper de gauche à droite à quatre pattes avec un troupeau de moutons, on reçoit dans les côtes, à l'endroit du foie, un caillou qui voulait sur le tapis. On n'a pas le temps d'extraire les tiroirs de son imagination, le dossier sur les mensonges à servir à un presque beau-père en cas d'imprévu. Et puis, il lui rébutait toujours de mentir. « Va rejoindre celle avec qui tu m'as démoli un lit tout à l'heure, et tenez-vous tranquille, que l'on puisse enfin dormir. » Il alla retrouver Anna transée de peur et de honte. Celle-ci lui dédia un pauvre sourire, péniblement estirpé des émotions qui brutalisaient son cœur depuis un moment. Elle avait suivi avec angoisse les mésaventures de Nomo et était agréablement surprise de la tournure des événements. « Tchakelis, tu ne vas tout de même pas admettre qu'un inconnu... » « Ah, je l'ai reconnu. Son père fut de mes amis. Et lui, on en dit beaucoup de bien. Sérieux, bonne machette,
quoiqu'un peu lunatique. Mais Anna est encore une petite. Elle t'a dit qu'elle était encore une gamine. Sais-tu seulement depuis combien de temps s'est-il bien dormi là? De toutes les façons, un scandale n'a jamais servi la réputation d'une jeune fille à marier. Et celui-ci, on devrait l'éviter, car je crois que ce jeune homme est honnête. Mais tu n'en sais rien. Et puis, il y a Longwamna. Celui-là, il n'a jamais considéré comme un homme, comme un aîné. Sinon, m'aurait-il laissé trimballer 2 bonnes semaines à arpenter sous le soleil un dur chemin pour un bout de papier. Mais il a vu Anna. C'est pas elle pour elle que j'ai une quelconque importance à ses yeux. Mais moi vivant, il n'épousera pas ma fille. Je ne suis rien pour lui. Alors, pourquoi mon sang acquérera-t-il une certaine valeur? L'éléphant fait troupeau avec les éléphants, le buffle avec les buffles. Il n'est pas de ma caste. Pourquoi m'allierais-je avec lui? Alors comment le lui expliquerai-je? On ne va tout de même pas les conduire brutalement. Après avoir eu peur d'un garçon que tu as d'ailleurs failli assassiner, aurais-tu peur du Ngwamna? Toi qui lances si bien les cailloux dans l'obscurité, tu pourrais tenter quelque chose. Le vieux ricanait moqueusement. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Les femmes. Si c'était à toi qu'il avait fait la cour, tu aurais déjà trouvé. En tout cas, te souviens-tu de cette histoire du bélier chez sa fiancée? Mais qui m'a mise au monde, cria-t-elle de stupeur. Tu l'as vu comme moi manipuler la cuillère? Le corps est un vrai fardeau. Avez-vous déjà vu un Ngwamna-Ku à l'étouffer? C'est un spectacle tout à fait banal. Prenez un bel après-midi, accrochez un soleil impitoyable dans un ciel pur et vous verrez dès qu'un Ngwamna mettra le nez dehors. Avec la manie qu'ils ont de s'enfermer dans des vestes et de s'arrimer la gorge avec des cravates, ils ne peuvent que bouillir quand il fait 45 degrés centigrades à l'ombre. Que voulez-vous? Leur caste exige d'eux des vêtements conçus pour des climats plus tempérés, même s'ils s'y sentent aussi à l'aise qu'un poulet dans une casserole posée sur un feu vif. Heureusement qu'ils ont la peau plus dure que celle des six volailles. Sinon, tous les Ngwamna auraient déjà été étuvés dans leur sueur. Le nôtre s'épongea le front et le cou en descendant de sa voiture. Il souriait, car la coiffure de l'autre soir ne laissait pas d'équivoque. Même si Loisel avait disparu par la suite, timidité féminine sans doute. Cette opinion fut confirmée par la suite, car Anna vint l'accueillir en souriant et lui offrit un siège. Elle était habillée d'une mini-jupe espiègle qui semblait constamment prête à dévoiler ce qu'elle cachait d'un moment à l'autre. Tout ce qui était visible au bas de ce vêtement était déjà très appétissant. 2 longues jambes bien façonnées. Elle s'excusa. Elle lui préparait un repas car elle attendait. Cette attention étourdit le Ngwamna. L'autre, après avoir fait la femme, succombait s'il avait pu voir la grimace de la fille à l'étalage de son charme, bedonnant et dégoulinant de sueur. Il aurait été fixé sur la nature de ses sentiments. Combien de gens connaissaient-ils encore bien la cuisine de chez nous? On mange du caviar, du saumon, du jambon, des civettes, des fricassés et presque plus de ndomba ou de coq. Cela entraîne obligatoirement l'ignorance de certains principes culinaires de base, auxquels doivent être initiés gourmands et gourmets. Cette situation est assez dangereuse et peut aboutir à de très graves catastrophes, qui pourraient encore se souvenir du premier coup que les recettes grasses des plats huileux ne fument jamais, quel que soit leur degré d'ébullition. Un autre Ngwamna, habitué des grandes réceptions où l'on apprécie que la cuisine d'outre-mer, connaissait-il ce principe? Si oui, nous dirons alors que l'appétit lui fit perdre la mémoire. Alléché par l'odeur, il plongea furieusement la cuillère dans l'assiette et la ramena chargée au maximum de la pâte onctueuse d'un mets à base de pâte d'arachide cuit à feu vif. Ikesuundo. Il enfonça prestement tout cela dans la bouche et ce fut la catastrophe.
L'arachide était trop huileuse. Le plat avait été servi à une température inhumaine. Une main perfide y avait mis beaucoup de piment pendant la cuisson. Le Ngwamna étouffa, toussa comme une mitrailleuse sud-africaine dans un camp de nationalistes et recracha sa bouchée sur la cravate. Un épais de flot de morve suinta de son nez. Il leva un regard embué de larmes sur Anna qui éclatait d'un rire sonore. Il voulut menacer, mais le piment lui avait solidement garrotté les cordes vocales. Il dut se contenter de rouler ses yeux comiquement dans les orbites. Autour de lui, on s'empressait hypocritement. « Hiki, Chakarias, c'est méchant de ta part. Tu ne crains pas une vengeance. Ah, Aka, fils de ma mère, tu crois que cette cuillerée lui a brûlé le palais plus que le soleil qui me rôtissait le crâne quand j'allais chercher ce papier avec une photo collée dessus et une signature. De toute façon, il venait ici en voiture et personne ne l'avait invité. Moi, j'allais à son bureau à pied et j'y ai été obligée. Et puis même, s'il faut courir après toutes les jolies femmes qu'on voit parce que l'on est Ngwamna. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, on nous apprenait à consacrer beaucoup d'attention à la première cuillerée d'un repas. Tu le sais bien, le port de la cravate interdit-il la serviabilité, la monogamie et les bienséances? À toujours enfoncer les doigts dans tous les trous qu'on rencontre, on finit par se les faire mordre. Eke, Chaki, mais c'est un chef, un noble, et Anna. Pourquoi n'a-t-il pas d'abord pris en considération le père de celle-ci? Et puis, il y a beaucoup qui ne sont pas chefs, mais qui valent largement tous les chefs. Le corps est un fardeau, me disait mon père. Il ajoutait toujours que la vraie noblesse est dans le cœur. Maintenant, on nous apprend qu'elle est dans les cravates et les gros vins. Et qui